Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, pendant cette petite trentaine de minutes, on va vous expliquer pourquoi on a mis ce petit titre « On ne vous a pas tout dit ». Alors, on ne vous a pas tout dit, on va dire, sur deux aspects. Le premier d'entre eux, c'est sur ces projets de sécurisation réseau, ces projets SASI et SSE, en gros un projet où on a des utilisateurs qui doivent se connecter à des applications finalement, pour simplifier, où que soit l'utilisateur ou que soit l'application. On va aborder avec vous tout un ensemble de challenges qu'on rencontre, que nos clients rencontrent et pour lesquels on travaille avec eux, notamment sur des cas, quand on dit on ne vous a pas tout dit, sur des cas qui sont souvent un petit peu mis de côté ou dont on sait qu'ils ne sont pas évidents à adresser. Je pense notamment à tout ce qui est des postes non managés, des accès de partenaires, de sous-traitants ou encore le bring your own device. Et donc on va voir une première partie autour de on ne vous a pas tout dit. Et le deuxième aspect de on ne vous a pas tout dit, ce sera le deuxième aspect, ce sera beaucoup sous forme de démo. Aujourd'hui vous verrez, il y aura quelques slides et après des démos faites par Petrou. C'est sans doute les salariés dans les entreprises qui vous disent pas tout sur ce qu'ils font, notamment aujourd'hui avec les applications type IA. IA générative. Et là aussi, on essaiera de voir avec vous comment on peut aider à y voir plus clair et avoir de la visibilité. En intro, une petite intro rapide avant de passer dans le vif du sujet sur les éléments que je viens d'évoquer. Ce qu'on voit ici, là, sur cette slide, c'est finalement un petit peu un schéma de la sécurité réseau qu'on peut avoir dans une entreprise dont on hérite lié à l'histoire, hein, c'est logique. Hein. On a mis dans l'histoire des solutions de firewall, parfois plusieurs d'ailleurs solutions de firewall. Puis on a commencé à mettre des solutions de VPN on-prem, maintenant un petit peu plus dans le cloud. Puis une solution spécifique pour la partie web browsing, Secure Web Gateway, d'accord, proxy. Je vous passe tous les termes du marché. Et finalement, on se retrouve avec ce schéma, c'est un peu volontaire de notre part, mais qui fait que effectivement, ces solutions, souvent, bon, elles ont leur raison d'être, hein, elles ont leur vécu, elles font très bien d'ailleurs le boulot qu'elles sont censées faire, mais elles sont souvent en silo, elles ont des outils d'administration distincts, elles ont des logs qui sont stockés dans des data lakes qui sont souvent distincts ou éventuellement consolidés un peu plus loin dans le SOC, etc. Et le sujet, c'est ce qu'on voit ici à droite, hein, c'est quand on a cet environnement en place, qu'est-ce qu'on doit faire quand on doit adresser un nouveau cas d'usage? Je t'en prie, Petrou. Par exemple, alors on appelle ça aujourd'hui parce que c'est devenu un terme du marché, c'est la partie Enterprise Browser sécurisée, d'accord? On peut savoir adresser le fait de faire du browsing, d'accéder à des applications en web ou pas d'ailleurs, de façon sécurisée. Et là, ça rejoint ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure dans le On ne vous a pas tout dit, notamment comment je gère des cas d'usage où j'ai des sous-traitants, des partenaires qui doivent aussi accéder à certaines des applications. Et pour faire simple, pour gérer ce genre de cas, quand on a le plat spaghetti qu'on voit à gauche, eh ben, on va mener presque autant de projets distincts qu'on a de solutions en place. Il y aura un truc spécifique pour les accès ZTNA, il y aura un projet spécifique pour le web, etc. etc. Donc, premier challenge qu'on rencontre beaucoup chez nos clients. Deuxième chose, toujours avec ce legacy et ces infrastructures en silo, avec de nombreuses solutions, ben, on a une adoption depuis maintenant environ 2 ans qui va extrêmement vite du GenAI. On sait tous, je pense que les salariés font du GenAI et probablement du Shadow GenAI. Comment je fais pour mettre en place une solution qui me donnerait de la visibilité? Ben, la réponse, si j'ai cette solution un petit peu éclatée, c'est que je vais, là aussi, sans doute qu'il y a des solutions d'ailleurs, mais devoir mener N projets en parallèle parce que j'ai N solutions qui sont en place sur ma sécurité réseau. Et dernier point, effectivement, toujours autour du GenAI, au-delà des salariés qui potentiellement feraient du Shadow GenAI, on rencontre aussi beaucoup de clients qui développent évidemment des applications. Ça, c'est le quotidien depuis pas mal de clients depuis des années. Et forcément, comme ils développent aujourd'hui, ils développent en voulant intégrer des modules GenAI dans leurs applications. Les architectures GenAI, d'applications GenAI ont leurs spécificités, des datasets, vont s'appuyer souvent sur des moteurs LLM externes, probablement, etc. Et là aussi, il y a tout un ensemble de risques, de menaces en termes de sécu qui sont spécifiques à ce type d'application. Et donc, question, comment j'essaie de contrôler ça quand j'ai, une fois de plus, un environnement un petit peu siloté, comme on l'a vu ici, un petit peu étant un pléonasme. Je vais laisser la main à Petrou, qui va vous commenter 2-3 slides complémentaires pour vous décrire finalement l'approche de Palo Alto Networks pour aider nos clients et nos partenaires à relever chez Challenge. Et une fois de plus, on passera à pas mal de démos sur la deuxième moitié de l'atelier. Alors, comme vous avez vu, en fait, sur l'introduction, justement, on a actuellement des réseaux d'entreprises qui
doivent répondre à plein de cas d'usage. Nous, on va parler aujourd'hui de 3 cas d'usage bien spécifiques, mais il faut bien comprendre que justement, chez Palo Alto Networks, on a une vision de plateformisation de tous les cas d'usage qui sont autour de la sécurité réseau, et on répond ça avec une plateforme qu'on appelle Strata. Comment on répond exactement en fait pour chaque cas d'usage? C'est justement, on a plusieurs formes facteurs sur la partie connectivité. Donc, n'importe connexion de n'importe quel utilisateur vers n'importe quelle destination réseau, que ce soit SaaS, que ce soit côté privé, ou que ce soit sur un cloud public, ou que ce soit vers une application SaaS ready AI, on part du principe qu'on doit assurer une connectivité. C'est pour ça que historiquement, justement, on a des facteurs de connectivité qui sont physiques, comme les firewalls. On a des facteurs de forme virtuelle en tant que container. On a des applications SaaS et on a aussi des services dédiés avec des infrastructures dédiées globalement présentes que vous pouvez activer dans n'importe quelle région du monde et vous pouvez inspecter les flux en tant que senseur. Donc ça, c'est la partie connectivité en plusieurs facteurs de forme. 2, on va activer des services en fonction de vos cas d'usage. Aujourd'hui, on a parlé du AI, du proxy, du ZTNA, Eric il explique ça. On n'en sait rien, qu'est-ce qu'on va avoir comme cas d'usage d'ici 1 an, 2 ans, 5 ans. C'est pour ça que la vision de Palo Alto Networks, c'est de construire une plateforme qui est capable de intégrer des nouveaux cas d'usage, comme Prisma Access Browser, comme la sécurité du AI, parce que nativement, par design, cette infrastructure, elle est faite sur une base cloud native et on peut intégrer des microservices sans impacter la maintenance opérationnelle de nos clients. Et justement, on assure ce service d'une manière continue avec des SLA bien définis. Donc, on transforme ce coût opérationnel en fait, de vos entreprises et justement, on vous laisse juste gestionner les politiques de sécurité. Et bien entendu, pour avoir ces capacités, il y a besoin d'une plateforme unifiée. Et quand on dit plateforme unifiée, nous on l'appelle Strata Cloud Manager. On a une seule interface de management, un seul data lake qui nous permet justement de faire interagir plusieurs briques de cette plateforme de microsécurité et y répondre notamment en fait à des cas spécifiques, par exemple qu'on implémente IOPS, de faire interagir les copilotes AI avec plusieurs briques et justement aussi intégrer des produits third party pour l'inspection, pour le partage des données vers le SOC et ainsi de suite. Donc, j'ai fait un focus sur les 3 briques qu'on va présenter aujourd'hui. Donc, commençons par Prisma Access Browser. Du point de vue infrastructure réseau, Prisma Access Browser, c'est un agent. Donc, c'est un agent qui est Chromium-based. Donc, il respecte tous les standards de Chromium, comme ça serait un Google Chrome ou un Edge. Donc, il supporte aussi l'ensemble des plugins que vous voulez installer sur votre machine. Et on a 2 modes de déploiement. Donc, en fonction du flux réseau que vous voulez sécuriser avec le browser, soit on accède en direct vers l'Internet. Et quand je dis on accède en direct, dans le back-end de Prisma Access Browser, on peut activer quand même des fonctionnalités beaucoup plus évoluées qu'un proxy classique, comme URL filtering, catégorisation, du sandboxing. Donc ça, c'est natif avec le browser. Mais aussi, on peut rerouter le trafic via Prisma Access, qui est notre backbone mondial, basé sur le hyperscaler, pour des cas bien spécifiques, quand on veut accéder à des applications privées dans nos clouds publics et privés, et aussi quand on veut activer d'autres services de sécurité qui ont besoin d'une infrastructure dédiée. Donc ça se fait nativement sur la gestion des politiques de sécurité du Prisma Access Browser. Donc une fois que ça s'est fait du point de vue connectivité, le browser sécurisé permet à vos administrateurs réseau, sécurité, et aussi les administrateurs des postes de travail de répondre à plusieurs cas d'usage. Donc c'est un outil finalement qui n'est pas dédié à une équipe bien spécifique, donc que ça soit sur l'organisation du DSI ou d'une organisation de gouvernance sécurité, il y a toujours un cas d'usage qu'on va retrouver, notamment dans la partie démo. Ici, j'ai mis quelques exemples comment on adopte le Secure Browser dans la partie journée d'une entreprise. Donc la première chose, c'est qu'on va customiser notre browser pour l'accès à des applications, mais aussi des pages. Donc la partie customisation, ça peut répondre
répondre à un besoin en sécurité, mais pas que. Ça peut être un besoin métier parce que vous pouvez faire des pages d'annonces spécifiques, activer un branding spécifique de plusieurs régions, ainsi de suite. Deux, c'est qu'on va protéger nativement contre toutes les menaces web. Donc, il n'y a pas besoin de ce coût opérationnel d'installation d'un proxy parce que nativement, on a ces politiques d'inspection sur le browser. Et trois, comme vous avez la main totale sur le browser, vous contrôlez ce que vous ne pouvez jamais contrôler actuellement, ce qu'ils font vos utilisateurs. Quand ils ont un browser spécifique, un Mozilla ou un Google Chrome, vous avez une visibilité sur tous les plugins qu'ils ont installés sur l'interface d'admin. Sur tous ces plugins, nous, on va faire un scan de vulnérabilité continue et on se rend compte que justement, sur les 1000, 10 000 utilisateurs, on retrouve des applications qui sont des plugins qui sont forcément des malwares. C'est pareil pour les keyloggers, les screenscrapers et tous les vecteurs d'attaque en fait qu'on a associés à un browser. Quand on a le contrôle, on peut vraiment l'activer. Et bien entendu, comme chaque connectivité d'utilisateur se fait via un compte donné par votre IDP, on peut vérifier aussi la posture de l'équipement. Donc le browser, avant de se connecter, il peut vérifier certaines choses comme le certificat, la posture de la machine et l'appartenance à un AD et ainsi de suite. Maintenant, sur la partie AI Security et AI Runtime, qui sont les deux autres piliers qu'on a prévu de présenter aujourd'hui. On a, sur la partie Runtime, chez Palo Alto Networks, on pense que d'abord, afin de sécuriser les applications AI, il faut avoir, allumer la lumière, il faut avoir une visibilité complète de toutes les applications, que ce soit des applications génératives, que ce soit des applications qui répondent à un besoin d'écriture de code, et ainsi de suite. Donc pour ça, on a besoin de sanctionner toutes les applications que dans votre entreprise, ils sont considérées comme autorisées. Donc, une fois qu'on a classifié ça, justement, l'outil AI Access, il va identifier leur usage par les utilisateurs. Ensuite, une fois qu'on a sanctionné les applications, on va contrôler leur accès à différentes ressources, que ce soit des ressources privées dans le cloud, ainsi de suite. Et le dernier aspect, justement, on veut savoir en fait quelle est l'implication de ces applications via la gestion de la donnée. Est-ce qu'on identifie de l'exfiltration de données? Est-ce qu'il y a une donnée consommée énorme vis-à-vis de vos fichiers? Et ça, on veut le voir. Donc AI Access, ça vous permet justement d'installer à base de sensors que nous on a nativement sur Stack Account Manager et voir justement toutes ces métriques qu'on va voir dans la démo bien entendu. D'une autre partie, sur la partie AI Runtime, là on part carrément sur la protection elle-même des infrastructures qui permettent le fonctionnement de vos modèles AI. Donc les modèles AI actuellement, il n'y a rien de nouveau finalement du point de vue infrastructure, compute, réseau. Donc bien entendu, on a du hardware qui est de plus en plus performant. Mais pour sécuriser les infrastructures AI, il faut qu'on ait la capacité d'inspecter sur la partie modèle, sur la partie infrastructure, sur les databases et sur les plugins. Pour répondre à tout ça, chez Palo Alto Networks, on peut déployer des microservices en coupure entre vos infrastructures et par exemple les databases et vérifier toute communication entre ces aspects. C'est comme on faisait naturellement en fait avec les firewalls il y a 20 ans et on faisait une coupure entre une database et une application. Là, on met des microservices containerisés qui vont permettre justement d'ajouter cette intelligence de filtrage là-dedans. Le temps que tu bascules sur la démo, Petrou, je te propose d'aller sur la démo maintenant. Juste un petit commentaire complémentaire sur cette partie AI Runtime. Donc ça, c'est le jargon Palo, c'est le nom de la solution. Lorsqu'on parle de sécuriser la partie développement applicative qui utilise du Gen AI, c'est pour se protéger sur des risques spécifiques, on est d'accord, hein, à ces applications-là. Je pense au prompt injection, data poisoning, etc. Donc voilà, c'est grâce à le slide là, rapidement, mais on va vous montrer une petite démo. C'est grâce à cette solution qu'on peut monitorer et se protéger, soit en API, soit inline, une fois de plus dans ces architectures spécifiques aux applications Gen AI, contre ce type de risque spécifique, j'entends, sur le LLM et le Gen AI. Voilà, je veux juste préciser ça. Dernière précision, puis ça te permet de... C'est bon? T'es prêt pour la démo? Oui. Bon, allez, une dernière précision quand même, c'est pas grave. Mais simplement, c'est que ce soit la partie Access, la partie AI Runtime, donc,
sur la plateforme, c'est juste un module à activer. Je veux juste refaire le lien avec mon introduction, vous savez, avec le slide compliqué, quand on a des dizaines de solutions. Là, si on a une approche plateforme, finalement, que ce soit des pare-feux, que ce soit du as a service, du logiciel, on active un module et on est capable de rendre ce service, pour faire simple. Je t'en prie, démarre la démo sur... Merci. Donc, actuellement, sur cet écran, j'ai une page d'ouverture d'un portail Azure qui est considéré dans cette démo un environnement critique, entreprise, parce qu'on a tous les workloads cloud là-dedans. Et j'ai juste une page d'authentification avec un compte de l'entreprise. Et l'idée, c'est que quand vous adaptez un enterprise browser, un secure enterprise browser, vous faites en sorte que tout ce qui est application critique, que ce soit SaaS ou privé, on peut l'accéder que via ce browser. Et ça se fait d'une manière assez facile sur n'importe quelle application SaaS parce qu'on applique ce qu'on appelle du conditional access. Et notre infrastructure le permet de le faire facilement parce qu'on a des adresses IP dédiées pour chaque client qui sont statiques, qui ne changent pas. Et une fois que ça c'est fait, on passe sur la partie Prisma Access Browser où justement je vous montre l'ensemble des activités qu'on peut traquer et qu'on peut bloquer aussi vis-à-vis des utilisateurs. Commençons par un outil Salesforce, qui est notre outil CRM, donc en tant qu'application web. Ici, l'utilisateur il voit carrément que c'est une application qui est taguée business. Donc tous ces labels de chaque application ou chaque page web, vous pouvez les décider par des politiques. Donc on a notre moteur App ID, on a toutes les applications qui sont identifiées. Et ensuite, une fois qu'on a identifié ça, l'utilisateur il peut voir clairement à quoi il a accès sur la page. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Pourquoi je ne peux pas faire telle ou telle activité. Donc dans ce cas-là, si je me log avec un domaine qui n'est pas celui de l'entreprise, l'utilisateur il va être authentifié, enfin notifié, et bien entendu, il ne va pas pouvoir se authentifier. Si je me log avec un compte qui est le bon, donc j'accède à l'application, et là on peut s'imaginer que la personne qui accède, ça peut être un contractuel, un externe, ça peut être un interne qui n'est pas qualifié d'avoir accès à des informations qui sont confidentielles. Donc c'est vous que vous décidez quelle gouvernance vous appliquez, mais l'outil permet de faire plein de choses. Dans cet exemple, j'ai choisi de masquer toutes les données qui tiennent à des cartes de crédit. Donc, dans le monde du métier, on ne peut pas juste tout simplement bloquer l'accès des applications des entreprises juste parce qu'on a un besoin de compliance. Donc là, ce qu'on cherche à faire, c'est de répondre à un besoin de compliance tout en laissant les gens travailler et être le plus productif possible avec les outils CRM notamment. Donc, les numéros de carte de crédit sont masqués. Si l'utilisateur en question veut inspecter la page pour détourner, il y a certaines applications web qu'on peut récupérer les informations, donc il ne peut pas, donc il est notifié pour cette raison. Et on a aussi d'autres contrôles justement là-dedans, c'est que si on va essayer d'imprimer, on a le choix, donc c'est totalement paramétrable, soit on bloque complètement la fonctionnalité du printing, soit on laisse l'utilisateur imprimer comme la page elle est affichée sur l'écran. Donc, je continue. Maintenant, je vais aller dans un use case plutôt où l'utilisateur il se connecte vers un environnement privé. Dans mon cas, l'environnement privé, c'est un environnement Google Drive. Donc, on se log avec un compte qui est privé. Hop. L'idée ici, c'est de vous montrer comment un utilisateur puisse, exfiltrer la donnée, 2, mettre en danger la sécurité de l'entreprise parce qu'il accède à plusieurs types d'environnements. Bon, Drive, c'est un exemple, mais ça peut être d'autres types de sites. Il télécharge des fichiers. Et 3, comment on peut protéger les fichiers quand on fait un download. Donc, ce fichier-là, c'est juste un fichier qu'on peut ouvrir assez rapidement. Et quand je download le fichier, donc on l'a fait plusieurs fois, on a une possibilité de protéger le download du fichier. Donc, c'est-à-dire que pour chaque session d'utilisateur avec le browser qui est sur la machine, on va faire un cryptage des fichiers et quand il est downloadé, donc ici, on peut voir, il est downloadé dans un format bien entendu crypté. Donc ça, on le fait, on le fait pas. On peut donner la possibilité à l'utilisateur de le décrypter.
Pourquoi on ferait ça? Parce que ce fichier-là, on peut l'ouvrir que avec le browser. Et une fois qu'il peut être ouvert qu'avec le browser, justement, on n'autorise pas l'utilisateur à le faire partager parce qu'il est inutilisable, parce qu'il est crypté. Quand il est ouvert avec le browser, on applique toutes les fonctionnalités du masking, de watermarking que je vais montrer dans la suite, et ça peut répondre à plein de cas d'usage. Le fichier invoice PDF, c'est un petit malware, voilà, pas très compliqué à détecter généralement. Et ce que je veux montrer ici, donc on est toujours dans un environnement privé. Google il a détecté que c'est un malware. Je pars du principe que je download quand même. Et là, vous voyez que c'est Google Drive a fait une analyse côté application SaaS at REST et côté réseau, enfin avant d'envoyer. Donc là, on a activé notre module de protection du sandboxing Wildfire. Donc si c'est un zero day, donc on va utiliser Wildfire ou Threat Prevention. Et sur le réseau en inline, on va bloquer le plot du fichier. Parce que justement, il y a une politique qui est appliquée du point de vue de sécurité. Troisième use case, toujours ici, c'est data exfiltration. Donc l'utilisateur en question, ou plutôt le compte compromis, parce que les utilisateurs ils peuvent être mal intentionnés, mais souvent ça peut être aussi justement des attaquants qui ont compromis un poste qui a des hauts privilèges, et du coup ils vont extraire des informations. Sur les files upload, on a des contrôles bien spécifiques. Dans cet exemple, j'ai mis une politique qui va interdire l'upload des fichiers qui dépassent 5 mégabytes, mais ça peut être justement des contrôles bien spécifiques pour regarder l'intérieur du fichier et détecter des patterns spécifiques. Et j'interdis l'upload, par exemple, des fichiers qui contiennent des informations RGPD ou des informations critiques ou des fichiers qui sont tagués par vos outils de labeling confidentiels. Donc ça, le browser il est capable de le faire. Je continue, je reviens sur l'environnement entreprise. Donc toujours dans le même contexte. Donc ici, on a mes fichiers et j'ai le fameux malware qui est sauvegardé en local. Donc vous voyez, donc si je vais l'uploader, donc c'est celui-là. Si je vais l'uploader sur l'environnement Office qui est considéré business dans la démo, donc il va le faire. Donc là, on est carrément infecté. Bon, c'est un use case simple, mais on vous montre que l'analyse malware se fait d'une manière statique sur Office 365. On a fait exprès de ne pas activer la protection ici pour pouvoir montrer. Mais justement, avec le browser, si on active cette protection, on se protège justement contre ce type de malware. Côté email, donc j'ai promis que justement, on a aussi la possibilité de détecter des patterns spécifiques DLP pour chaque fichier, donc peu importe le format. Et pour vous montrer ça assez rapidement, donc je me mets à la place d'un utilisateur qui veut envoyer vers son email privé des informations spécifiques qu'il ne devrait pas les envoyer parce qu'il a signé une charte de confidentialité, par exemple. Et là, je vais attacher des fichiers. Des fichiers qui contiennent de la donnée personnelle. Donc, ils sont, d'après la compliance RGPD, on ne peut pas les uploader. Je peux les ouvrir pour vous montrer. Donc, justement, si je prends celui-là ou un format CSV, donc vous voyez que le browser, il va regarder à l'intérieur du fichier et il va bloquer l'upload. La magie dans toute cette partie, c'est que ce type d'activité, on pourrait le faire avec des outils classiques, avec un KSB, avec un outil DLP inline. Mais pour arriver à cela, il faut se mettre en main NVMe. Donc nous, chez Palo Alto, on a ces outils-là. Il faut déchiffrer parce que souvent ces flux-là sont chiffrés. L'avantage d'utiliser un browser, c'est qu'on n'a pas besoin d'activer un déchiffrement. Donc on résout un problème de compliance parce que ces flux-là, ils vont être inspecter avant l'encryption TLS, donc on peut inspecter n'importe quel type de fichier. Et deux, c'est du point de vue opérationnel, la gestion des clés PKI, c'est pas tout le temps évident dans le monde de l'entreprise. Donc on enlève un aspect opérationnel assez important là-dedans. Et pour en finir sur la partie application privée, parce que le browser, on l'a conçu comme un moyen unique de connectivité à votre monde d'entreprise, et on peut aussi accéder à des applications privées
Ici, j'ai une application privée qui n'est pas accessible via Internet, donc c'est un serveur Apache derrière sur AWS. Et on voit clairement que l'application elle est joignable via l'infrastructure Prisma Access. Donc, comment ça se fait? C'est qu'on a un service connexion donc de notre infrastructure qui est un tunnel IPsec entre notre backbone mondial et vos environnements. Et les utilisateurs peuvent accéder à vos applications privées d'une manière sécurisée. Si on parle des applications privées autres que web, on a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle nous des remote connection directement à partir du browser. Donc ces remote connection elles sont préconfigurées et vous pouvez donner accès à vos utilisateurs en SSH, RDP, VNC qui se connectent justement à des machines. Et là-dedans, c'est pas justement un accès, mais on a aussi le contrôle côté utilisateur. Donc, dans cet exemple, on a mis un watermarking, mais on peut aussi empêcher de faire du copy-paste, on peut empêcher de uploader de données confidentielles ou du malware, etc., etc. Donc, vous voyez que il n'y a pas besoin de maintenir des infrastructures VDI extrêmement coûteuses aussi, mais aussi pas simple à maintenir, et surtout que sur l'use case VDI, donc on ne remplace pas un VDI, attention, mais on se rapproche d'un accès distant, et surtout qu'on a le contrôle total de l'utilisateur en fonction de logging et aussi en fait de audit de ce qu'il a fait sur la machine. Point important, donc c'est pas parce que ça s'appelle un browser qu'on ne supporte que du web en fait, hein, d'accord. Donc on est capable en RDP, en SSH d'utiliser d'autres protocoles et de couvrir finalement l'ensemble des accès applicatifs dans l'entreprise. Voilà. Alors, hop. Maintenant on va faire un petit login sur l'interface où on a justement nos outils AI. Hop. Ce qu'on voit pour la partie, donc toute cette partie, vous l'avez compris, hein, c'était sur la partie browser. La partie AI, je pense qu'on va manquer un petit peu de temps. On va juste vous montrer un dashboard très très vite. Simplement en commentaire sur la partie browser, comme Petrou l'a évoqué. Ce qu'on voit finalement, c'est qu'il y a des clients pour adresser ça, qui soit ils formataient des laptops et ils livraient les laptops à leurs partenaires, à leurs sous-traitants, d'accord, donc ils le font toujours bien sûr. Soit il y avait des infrastructures VDI qui étaient dédiées à ce type de gestion d'accès. Et donc cette approche browser, au-delà de la technologie qu'on a vu rapidement sur la protection de la donnée, etc., a un autre gros intérêt, c'est qu'on peut montrer très très vite des économies, parce que juste déployer un browser, faire déployer un browser, on va dire, à ses utilisateurs plutôt qu'avoir une infra à gérer VDI ou de gérer la livraison d'un laptop customisé, etc. Évidemment, ça fait très très vite des bénéfices au niveau financier aussi. Pour finir, peut-être la partie AI Access, parce que je pense qu'après on est... Donc on est dans le temps, juste pour finir. On est au stand D11. N'hésitez pas à venir nous poser des questions sur tous les outils, parce qu'on a présenté que 3 outils sur la plateforme Strata. Sur AI Security, donc là on est sur la page AI Access, que je disais qu'elle est conçue pour donner une visibilité. Donc une fois que vous activez tous ces sensors en plusieurs facteurs de forme, on est capable d'identifier qu'est-ce qu'ils font vos utilisateurs, vos devs, vos équipes métiers, et on classifie l'ensemble des applications AI par type. Donc là, on voit qu'il y a notamment des AI utilisés pour images d'éditeurs, générateurs ou des agents conversationnels et ainsi de suite. Et bien entendu, donc si vous avez une politique de gouvernance spécifique, vous pouvez appliquer cette politique de gouvernance et vous donne une visibilité. Est-ce qu'on les respecte ou pas sur l'utilisation en fait de ces applications AI. Sur la partie AI Runtime Security, là, on vient vraiment imposer une politique d'accès et que ça soit des utilisateurs, des modèles spécifiques ou l'accès à l'Internet, on peut ajouter notre microservice, donc là où ils sont hostés, en coupure, pour justement en fait placer cette inspection en tant que container et définir les politiques de sécurité comme vous le faisiez pour n'importe quelle politique de sécurité classique. Pour conclure, on a voulu vous montrer des démos assez rapidement. N'hésitez pas, on est juste à côté, à passer nous voir au stand D11 et on pourra rentrer plus dans les détails et vous montrer des compléments sur toutes ces solutions. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Patrick.